Arrivé tout droit des États-Unis, où il est répandu depuis quelques années, le coaching parental a traversé l'Atlantique pour accoster en France et se développer de plus en plus parmi les parents, les spécialistes de l'enfance et de la parentalité, les professionnels. Les enfants mettent souvent nos nerfs à rude épreuve, mais pour certains, ces difficultés prennent de telles proportions que les parents et les professionnels intervenant auprès d'eux ne savent plus comment y faire face. Cela peut être des problèmes de comportement, des colères fréquentes, des soucis scolaires, des relations difficiles entre parents et enfants. Alors comment peut-on définir le travail d'un coach parental? À partir de quel moment les parents doivent-ils faire appel à lui? Est-ce qu'il n'y a pas de limites et des risques à l'éducation positive? Radio Île de Ré est allée rencontrer Catherine Maignan, coach parental, qui vous donnera certainement les clés pour mieux comprendre le comportement de votre enfant via une approche empathique et viser, bien sûr, le retour à un équilibre familial durable. Catherine Maignan. Alors, j'utilise l'éducation positive ou éducation bienveillante. Ça, je le fais. Après, ce que j'ai du mal avec l'éducation positive, c'est que aujourd'hui, on va culpabiliser les parents. Moi, je suis pour, mais je suis aussi pour le juste milieu. Donc, c'est pour ça en fait que j'utilise, mais je prends en compte les sentiments des parents. On ne peut pas faire de l'éducation positive H24. Moi, personnellement, avec ma fille, oui, je le fais. Mais il y a des jours, non, c'est impossible parce qu'il y a un taux de fatigue, parce qu'on a des choses à penser, parce que voilà, il y a la vie de tous les jours. Donc oui, l'éducation positive et bienveillante. Après, un juste milieu, on reste des humains. L'éducation bienveillante et positive, ça reste aussi que nous, on soit positif envers les autres et envers nous-mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, on dit faire de l'éducation positive, sauf qu'on n'est pas forcément bienveillant envers les autres. Et ça m'embête un peu. Donc ça veut dire que c'est un travail déjà personnel sur soi-même avant d'aller dans cette voie. Exactement. Pour solutionner, parce que c'est l'humain, quoi. Exactement. Et je suis totalement pour ça, où il faut arrêter de dire on fait de l'éducation positive et on n'est pas forcément bienveillant envers les autres. Est-ce qu'il faut être formé pour ça ou est-ce que c'est quelque chose d'inné que l'on a déjà en soi ou les deux? L'éducation positive, ça reste, pour moi, ça reste du bon sens, en fait. C'est du bon sens. Après, oui, on peut se former. On a énormément de livres aujourd'hui qui sont là-dessus. Moi, je sais que j'ai commencé l'éducation positive parce qu'on m'en parlait déjà dans mes études. Donc, c'était il y a maintenant quelques années. Donc, c'est un pilier, quoi, en fait. C'est un pilier, oui, dans l'enfance. Après, on a poussé un peu la chose. On a été avec les neurosciences. Mais l'éducation positive, elle est là depuis au moins 25 ans. Est-ce qu'il n'y a pas de limite ou de risque justement à cette éducation je dirais positive? Par exemple, le risque de créer des enfants rois, comme on dit, quand ils sont jeunes, des ados tyranniques ou alors après des adultes égocentriques. Est-ce qu'il n'y a pas le revers de la médaille aussi dans... Si, je pense qu'il y a un peu le revers de la médaille parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, si on pratique l'éducation positive, il faut vraiment le travailler sur soi et avec l'enfant. C'est un peu quand on est parent, on travaille en même temps que l'enfant, on grandit aussi en même temps que l'enfant. Et donc aujourd'hui, oui, il y a des enfants rois parce que c'est pas utilisé à bon escient. J'ai vu déjà certaines situations où c'était pas utilisé à bon escient, où c'était non parce que c'est non. Mais non, on explique. Après, il y a aussi l'intonation de la voix qui joue quand on est avec les enfants. Il y a aussi, ils ressentent les choses. Donc si on dit quelque chose mais qu'on n'est pas sincère, il va le sentir. L'enfant va le sentir. Donc oui, on a le revers de la médaille un peu aujourd'hui. Pendant quelques années, j'ai travaillé en téléphonie où je m'occupais donc des lignes et je savais très bien ce qui se passait. Il y a très peu de parents aussi, et c'est un peu le reproche que j'ai envers les parents, s'ils ne s'intéressaient pas à ce que faisaient leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité des parents et pas de l'ado. Et je l'ai vu vraiment pendant des années où nous, on voyait ce qui se passait sur les lignes et tout ça. Le contrôle parental, c'est quelque chose que j'ai rarement mis un contrôle parental sur une ligne à l'époque. Et maintenant, c'est indispensable. Je pense que ça serait bien de le mettre obligatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les parents prennent le temps de s'intéresser à ce que font leurs enfants? Je ne suis pas sûre. Alors, pas tous, mais je pense une bonne partie. Après, c'est la société, en fait, qui est un peu comme ça aussi, où les parents partent travailler, tout ça. On leur laisse pas le temps, on leur laisse pas les moyens de s'occuper, en fait, de leurs enfants. Vous avez déjà traité par exemple des familles qui sont issues d'un milieu modeste et des familles plus aisées. Les différences doivent exister aussi dans l'éducation. Contrairement, il y avait des enfants plus compliqués, on va dire, c'était dans les milieux aisés
que les milieux... Parce qu'ils sont plus couvés? Parce que... Quelle raison? Plus couvés, beaucoup plus de personnes autour. Quand vous êtes un enfant et que vous avez 3 nounous pour vous, une cuisinière, une femme de ménage, ça joue beaucoup. Mais que vous passez pas forcément de temps avec vos enfants, c'est... Faites-vous déléguer en permanence à d'autres personnes? Oui. C'était des parents, effectivement, c'est des familles généralement qui vont déléguer beaucoup aux autres. Et donc, du coup, l'enfant ne comprend pas. Il sait qu'on s'occupe de lui, mais il n'y a pas ce lien avec les parents. Moi, je suis un peu là aussi pour créer le lien avec les parents. Et donc, les gens qui sont issus d'un milieu social plus défavorisé, là, pareil, il y a des difficultés d'éducation qui sont peut-être pas forcément les mêmes, mais on y revient. Mais qu'est-ce que vous constatez avec votre expérience sur ça et la problématique? Ça va être plus des personnes là qui vont être dépassées, qui vont plus savoir comment gérer, à quel moment. À l'inverse des autres. Ouais. C'est vraiment là où des parents qui vont être dépassés sur comment est-ce que je peux faire bien. C'est vraiment différent. Où là, le lien avec leurs enfants, ils l'ont. Mais après, c'est de la manière comment ils s'adressent à leurs enfants qui est plus compliqué pour eux. Souvent, il y a des parents qui me posent des questions, c'est parce qu'ils ont eu une autre manière d'être éduqués, soit par des cris, soit par beaucoup de conflits. Donc quand ils se retrouvent parents, ne pas créer de conflit, pour eux, c'est compliqué. Moi, j'aime dire souvent, quand on a un enfant, on prend perpète. On s'en occupe toute sa vie, même si qu'il est 30, 40 ans. Alors, c'est d'autres... Jusqu'à sa mort, on l'a. Ouais, voilà, on l'a. On l'a fait, effectivement, on l'assume. Mais voilà, ces parents-là, ça va être... c'est différent. C'est plus touchant. Parce que ils ont souvent, c'est des parents qui ont eu des vies pas faciles et qui se retrouvent parents. Peut-être certains qui prennent conscience que finalement un enfant c'est compliqué à élever, c'est pas simple, mais ils essayent quand même. Et c'est ce que j'aime bien chez ces parents, c'est ils ont quand même cette envie de faire bien pour leurs enfants. Après moi quand je fonctionne, c'est que je leur apprends aussi à chercher les solutions eux-mêmes. C'est pas comme quand je gardais des enfants où je participais à l'éducation des enfants. Là c'est à eux où je leur donne des outils. Ils vont par la suite trouver les idées. Les automatismes possibles. Voilà, ça va devenir quelque chose d'assez... Donc oui, il y a une fin. Après, comme je leur dis souvent, le SAV est ouvert 24/24 à vie. Mais après, une fois qu'ils ont le mécanisme, les parents, qui vont savoir repérer, et qu'ils ont les clés, qui vont repérer ce qui va pas, apprendre à connaître son enfant, comment il fonctionne, comment il réagit. Souvent, c'est ça, on a un enfant... On va se dire, un autre enfant est comme ça, on compare beaucoup les enfants des uns des autres. Donc forcément, on va dire, ça va fonctionner, et non, ça ne fonctionne pas chez le sien. Donc ça va être aussi vraiment le temps d'observation, c'est la clé, je pense, pour connaître son enfant et trouver les solutions. L'homme a sa part de responsabilité aussi au sein de la famille. C'est un peu trop facile de laisser, souvent ce qui revient, c'est la charge mentale chez la femme. Donc c'est quelque chose où je pense que l'homme a sa responsabilité là-dedans. Je pense que l'homme est rendu pour l'instant au stade de « je m'intéresse ». Après, il y a le stade de faire. Il faut combien d'années pour comprendre ça? Je ne sais pas. Mais pour du vécu, mon compagnon, il a 60 ans, moi j'en ai 35, donc il a eu 2 enfants avant, donc c'est une génération quand même, la dernière fois, avant notre fille, son dernier, 27 ans. Donc, il était papa il y a 27 ans pour la deuxième fois. Il faisait pas ce qu'il fait aujourd'hui avec sa fille. Donc, il y a quand même une évolution. Qui se crée au fil des décades. C'est ça, ou peut-être qu'un homme est plus lent. C'est une prise de conscience qu'il faut que... C'est les mentalités qui évoluent. Prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait chez les hommes. Quand j'accompagne des familles qui sont encore ensemble, parce qu'il y a les parents séparés, donc là c'est un autre accompagnement, mais quand les familles sont encore ensemble, liées, oui, je parle aussi à l'homme. Quand je dis qu'il faut changer d'organisation, faut changer l'organisation. La maman change l'organisation, mais aussi le papa. Ça veut dire que si maman elle a besoin de faire son sport, faut trouver une solution pour que papa s'occupe de l'enfant. Le couple est un binôme, on est bien d'accord, et donc par rapport à ça, homme-femme, c'est pareil. C'est ça. Il faut que chacun y trouve son compte aussi, puis que chacun puisse savoir aussi sa soupape de sécurité, faire du sport, aller voir des amis. Mais c'est ça, souvent on le met dans les soucis. Quand j'accompagne des familles et que y a souvent la maman qui me dit moi je voudrais bien retourner à la salle de sport, on prend un temps.
Mais souvent, quand je lui demande pourquoi en fait tu le fais pas, elle me répond parce que je dois m'occuper de l'enfant. Et là, c'est quelque chose où c'est pas normal, c'est je dois m'occuper de l'enfant. Alors que le papa ne dit rien, et quand je le regarde et je lui dis est-ce qu'on peut trouver une solution pour ça, le papa souvent c'est je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, ou voilà, la donc, décision. En retrait, il n'ose pas dire oui dès le départ. C'est ça. Souvent c'est est-ce que je dois dire oui, non, je sais pas. Donc vous êtes le curseur qui permet de faire peut-être balancer les choses d'un côté et d'équilibrer en tout cas pour la femme. Oui, trouver l'équilibre, ouais. Souvent c'est ça. Généralement un enfant quand il voit, il va forcément reproduire une grosse partie de ce qui vit chez lui. S'il voit papa s'occuper en fait de lui, plus tard pour lui ça sera extrêmement normal que s'il se marie, qu'il a des enfants, que ce soit papa ou maman qui s'occupe de l'enfant. Donc c'est l'avantage de l'éducation positive, c'est que du coup on recrée quand même une nouvelle génération qui va quand même être plus ouverte, je pense, à ce que qu'il n'y a plus maman et à la cuisine, papa au jardin, quoi. Alors si vous souhaitez créer une vie de famille plus harmonieuse, diminuer les colères et mieux gérer les conflits, Catherine Maignan vous apportera les outils nécessaires à cet épanouissement familial et vous deviendrez le parent que vous souhaitez être. Ces coordonnées se trouvent bien entendu dans le déroulé de ce podcast. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île de Ré et Île de Ré TV.